Alors, est-ce que c'est risqué ce choix de ne pas reconfiner l'Île-de-France? Posons la question à quelqu'un qui a 2 casquettes pour y répondre. Bienvenue au docteur Ludovic Toro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, maire de Coubron en Seine-Saint-Denis. Ouais. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous comprenez... alors, vous êtes à la fois maire et à la fois médecin. Oui. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que les 2 casquettes... Oui, ça va très bien. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de schizophrénie. Non. Parce que de toute façon, le maire, c'est là pour protéger sa population, oui, quel que soit le péril qui peut être encouru. Et le médecin, c'est pour la même chose. Non, je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai encore eu les taux en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, ils sont catastrophiques. On est à 405 pour 100 000, d'accord? Donc, c'est des taux qui font que s'accroître depuis quelques jours. OK, les décisions ont été prises, mais pas en égalité territoriale, hein, parce qu'avec ces mêmes chiffres, on a fermé d'autres endroits. Je comprends que c'est un peu compliqué en région Île-de-France, que si on ferme la Seine-Saint-Denis, c'est un peu compliqué, parce qu'on est très proche, donc ça me paraît pas... Mais je vois pas très... Moi, médicalement parlant, le rouge, il est là, hein, le rouge, le noir est là. Bon, on prend des décisions sur certains territoires, pas sur d'autres, politiquement ou pas politiquement, c'est pas à moi de juger aujourd'hui, peut-être en tant que maire, mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si on ne prend pas des décisions rapides, d'accord, mais très fortes, très rapidement, on va être confronté à un problème médical, mais hospitalier surtout, hein, qui est... Parce qu'on nous fait croire qu'il y a un plateau depuis des semaines et des mois, mais c'est faux. Quand on regarde le nombre en réa et de décès, il n'y a pas de plateau. Parce qu'on nous dit qu'il y a moins de contamination, peut-être, dans certains coins, mais la réa et les morts ne font qu'augmenter. Donc à quel moment... Non. Oui. Non, les morts, ça a baissé. Non, madame, s'il vous plaît. Il y aura plus de morts en 2021 qu'en 2020. Il y aura plus de morts en 2021 qu'on est parti qu'en 2020. Écoutez, excusez-moi, je regarde les courbes. Il y a eu une baisse des morts. Écoutez, on ne voit pas les mêmes courbes. Vous savez combien il y a eu de morts en 2020 ? Non. Voilà. Il y en a à peu près 67 000. On est parti pour 120 000 en 2021. D'accord. Voilà. Je note et puis on en reparlera non, à mais ce moment-là. Je ne suis pas là pour alarmer, je suis là pour donner des chiffres et des vérités. Vous tenez un discours complètement alarmiste. Non. Vous nous avez terrorisés en 3 minutes. Je n'ai pas à vous terroriser, j'ai juste à vous appeler en tant que médecin, vous rappeler la réalité des faits et des gens qui sont en réa aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est cohérent? Si le taux d'incidence, si la courbe monte en Seine-Saint-Denis, vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, pourquoi on reconfine le Pas-de-Calais ce week-end et pas l'Île-de-France? Voilà la bonne question. Parce que là, les taux en région Île-de-France, au-delà encore de l'augmentation de l'IDREA à plus de 75%, on est à un taux de positivité en région Île-de-France à 9,4%. 9,4% qui n'a jamais été atteint. Donc il y aura des décisions à prendre. Bon, maintenant, voilà. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 4 fois que vous dites, pardon, excusez-moi, mais 4 fois que vous dites des décisions à prendre. Il faut dire lesquelles et appuyer sur quoi? Et par ailleurs, permettez-moi juste une chose. Ouais. Vous donnez des statistiques graves. Oui, réelles. Je n'ai pas dit qu'elles étaient réelles. Graves. Mais vous ne nous donnez pas, disons, d'autres statistiques qui pourraient être prises en compte. Quelles sont les courbes en cas de confinement, les courbes des dépressions, les courbes des suicides, les courbes des faillites, etc., qu'il faut prendre en compte aussi. Oui, mais ce n'est pas du tout le sujet de la question qu'on m'a posée. Quand on parle de mesures à prendre, non, mais vous affinez les choses, vous direz. Attendez, mais alors je vais vous répondre. Là. Non, mais attendez, les questions qu'on m'a posées ont été claires. Pourquoi cette différenciation entre les territoires français? Je vous donne les courbes réelles. Après, bien sûr que le côté sociétal et psychologique. Et je vais vous rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui dans les hôpitaux, comme pratiquement tout est en déprogrammation, toutes les pathologies que vous indiquez, qui sont des pathologies psychiatriques, qui sont des pathologies cancéreuses et cardiaques, ne sont pas prises en charge. Oui, on a aussi entendu le représentant des cliniques privées, des hôpitaux privés, dire une fois de plus, comme il l'avait dit pendant le premier confinement, nous avons des lits disponibles, nous pouvons transformer des lits en lits de réa, nous pouvons prendre en charge d'autres malades. Il semblerait que ça ne fonctionne toujours pas. Alors, je vais répondre à votre question. En effet, lors du début, il y a 1 an, on ne travaillait pas avec les hôpitaux privés, parce que maintenant, c'est plus des cliniques, c'est des hôpitaux privés. Le terme clinique a été abandonné. J'ai eu l'ARS récemment, parce qu'on a des réunions avec le préfet de région. Et là, par contre, en Île-de-France, la coopération entre le privé et le public fonctionne beaucoup mieux, d'accord? On n'a pas, hélas, dans notre histoire, une coopération, on a toujours voulu opposer le privé et le public, c'est une chose certaine. Qui est on? Non, mais on, c'est les différents gouvernements. Je ne suis pas à juger qui ont et mettre le doigt. Je vous dis ce qui se passe depuis le début. Ouais. La coopération, on doit travailler tous ensemble, le privé et le public. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup mieux en région Île-de-France avec les hôpitaux privés. Mais ce que je me demande aussi, c'est est-ce que la raison pour laquelle Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui tranche à la fin, n'a pas envie de reconfiner l'Île-de-France, c'est parce que certains élus, notamment de Seine-Saint-Denis, ne veulent pas entendre parler de reconfinement. Alors moi, je pense que ça va au-delà de ça. Il y a la politique, il y a aussi le pari du président qui dit qu'il faut tenir maximum et après on fermera, il le dit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit
le président va bientôt sortir, on va sourire, et un autre, le Premier ministre, ministre de la Santé, qui dit un peu le contraire, il faut se préparer au pire. C'est un peu un jeu de communication. En même temps classique, quoi. C'est classique, mais ça fait des années que c'est comme ça. C'est comme le président de votre département et vous, quoi. Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, qui ne veut pas... Oui, sauf que la différence... le contraire de ce que vous dites. Oui, mais je vous rappelle quand même, le président de Seine-Saint-Denis, c'est pas mon président, d'accord? Tandis que le président de la République, c'est quand il nomme les ministres. Troussel m'a pas nommé, d'accord? J'ai été élu par la population. Ok, c'est la petite différence. C'est un souci quand même assez caduque de ce point de vue. Vous avez totalement raison. On va avoir une période rouge, là, qui va durer un mois, peut-être un mois et demi. Si on arrive vraiment à accélérer, mais vous voyez, ça patine un peu. On a beaucoup d'AstraZeneca qui n'ont pas été utilisés et qui doivent être utilisés. Les médecins généralistes, j'en suis un, peuvent pas adhérer. Peut-être que je vous expliquerai après pourquoi à 100%. Un protocole beaucoup trop compliqué. Oui, c'est beaucoup trop. Je l'ai fait moi-même. Si vous voulez, je vous décris comment ça s'est passé. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Tout ce que je veux vous dire, je suis pas là pour vous dire faut fermer. Je vous explique un peu médicalement ce qui se passe réellement au niveau des hôpitaux. Et bien sûr que la société, ça doit agir. Bien sûr. Mais vous savez, plus on attend sur un confinement, plus il sera long. Vous savez, je regarde le nombre de morts là sur Santé publique France, il est vraiment en train de baisser, heureusement. 380 morts par jour. Oui, d'accord, mais il est en train de baisser. Mais il baisse. Écoutez, madame, au niveau des morts, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y en a un jour, il y en a 180 et le lendemain, il y en a 400. C'est la moyenne depuis janvier qu'il faut compter sur 2021. Et aujourd'hui, on part sur un nombre de décès qui sera 2 fois supérieur à 2020, alors qu'on a le vaccin. Mais pardon, j'invite chacun à regarder les courbes. Vous n'avez toujours pas dit. Parce qu'on m'a pas posé la question. Vous n'avez toujours pas dit quelles étaient les décisions. Alors, moi, je vous le dis. Il y a aujourd'hui, il faut savoir quand on vous dit qu'il y a 70% des lits de réa qui sont occupés par Covid, donc il reste 30% qui sont occupés par d'autres pathologies, accidents de la voie publique, tout ce qu'on a. Mais réfléchissez un peu. Déjà, s'il n'y a pas le Covid, l'AREA est prise à 90%. Ça veut dire que forcément, on a déjà fait des choix. Comme tous les hivers. On a déjà fait des choix. On a fait des choix et là, ils sont prêts, j'en ai rencontré plusieurs, des professeurs, à faire des choix. Et comme c'est parti-là, on va faire des choix, c'est évident. Parce que les lits sont pris à 100% en fait. Ils ne sont pas à 70%. Tous les lits de réa sont pris. Sauf qu'ils sont pris à hauteur de 70% par la Covid. Donc forcément, vous avez de facto des choix qui sont faits au quotidien pour prendre du côté médical qui ne seront pas pris en charge. Ça, c'est la truc. Maintenant, comme ces lits sont pleins, c'est sûr que là, on va avoir une période difficile de 15 jours à 3 semaines, et je suis d'accord avec le gouvernement là-dessus, où il y aura beaucoup de transferts à faire, en Bretagne notamment, comme il s'est fait d'ailleurs des Alpes-Maritimes en Bretagne, du Nord en Bretagne, et bientôt de la région parisienne en Bretagne. Est-ce que ces transferts seront suffisants pour éviter un reconfinement local? C'est ça la question pragmatique. Je ne pense pas que ça soit suffisant. Si on a des courbes, c'est pas ma courbe, c'est la courbe de Nissan, c'est la courbe qui a été donnée aussi par M. Attal. C'est une courbe de progression par rapport au virus qui calque un peu par rapport aux variants. Donc ça va augmenter là. On a 15 jours ou 3 semaines très très difficiles et le gouvernement le sait très bien. Soit on passe à travers les gouttes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en saturation, qu'on ne fait pas des choix importants au niveau réa, qu'on arrive à transférer. Et voilà, on va continuer ponctuellement à fermer un endroit et pas un autre. Vraiment, les 15 jours et 3 semaines deviennent un peu compliqués. Et là, c'est la question. On suit ce débat, c'est promis. Non, on m'a pas posé la question, c'est pour ça. Après, dès qu'on me pose la question, je réponds. C'est très important, hein. Mais je voudrais qu'on fasse un détour par le Pas-de-Calais. Non, mais j'ai pas de question, madame. Si on me posait... Ça fait 2 fois que Nicolas vous la pose. Oui, mais attendez, c'est quand même la personne. C'est pas Nicolas qui fait l'émission. Je pense que il y a quand même quelqu'un qui pose des questions. Alors, on se pose chacun des questions. Et puis là, ne vous inquiétez pas. Le ton a changé. Le professeur Didier Pitet, qui travaille avec l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, on n'est pas seulement au niveau français, lui aussi estime qu'on est vers une fin de la pandémie. Enfin, ouais, moi je serais très modeste vis-à-vis de l'OMS et l'Europe par rapport à la gestion de ce Covid. Je vous rappelle que l'OMS au début il ne fallait pas de masque, enfin je ne vais pas revenir dessus. Néanmoins vous avez raison, il faut être optimiste, cette pandémie s'arrêtera. Mais pouvoir le dire aujourd'hui qu'elle s'arrêtera parce que ça mutera du côté positif, le dire aujourd'hui, et l'expérience montre que c'est plutôt du négatif, les mutations qu'on a aujourd'hui. C'est le propre d'un virus, c'est l'adapter à l'homme pour essayer de le contaminer au mieux. Maintenant, ça arrive, vous avez raison, grâce à ça. Il n'y a que ça qui nous fera sortir. Il n'y a que le vaccin qui nous fera sortir. Qu'est-ce que vous montrez Alors, c'est l'AstraZeneca que les médecins généralistes et les pharmaciens et les infirmiers et les sages-femmes pourront faire. Il faut accélérer la vaccination. Mais alors, le président peut s'énerver du fait que ça vaccine pas fait, mais vous avez raison. C'est pas nous qui nous gardons. C'est lui qui décide. Excusez-moi. Il y a eu quand même un mea culpa au niveau de l'Europe et de la présidente de la Commission qui dit on a été trop gentil, trop optimiste. Et faisons la même chose en France. Ce que je voudrais un jour, c'est que si on pouvait dire qu'on s'est un tout petit peu trompé, ça nous ferait du bien. C'est pas le genre de la maison. Alors là, vous repasserez. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que ça nous ferait du bien d'entendre plutôt... Non, mais je vous assure que même pour les soignants, parce que le citoyen se rend bien compte qu'il y a eu depuis un an des petits trucs qui ont un peu pas été. Donc ça aurait été bien de le dire. Maintenant, je vous le dis, pouvoir dire aujourd'hui, il faut de l'optimisme, vous avez raison psychologiquement. Et on s'en sortira
ensemble, sans s'affronter, c'est certain. Mais s'il y a une chose qu'on n'avait pas en 2020, 2021, qu'il faut faire très, très rapidement. Et excusez-moi de vous le dire encore une fois, malgré des chiffres trompeurs à 2 millions, on est loin des 70 millions, d'accord ? D'accord, mais alors, juste deux questions quand même. Est-ce que c'est uniquement à cause de la bureaucratie que les médecins ne vaccinent pas suffisamment ? Et deux, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre obligatoire le vaccin pour le personnel soignant qui s'y refuse ? Deux grosses questions. Bah, oui. Validé. Les deux questions, parfait. Non, il y a un chef, j'écoute le chef. Ce que je voulais vous dire, premier, les médecins, comment ça s'est passé pour moi ? On avait 48 heures, les généralistes, pour pouvoir s'inscrire sur un site, sauf qu'on n'a reçu aucun courrier. Et tous les mails, on ne les reçoit pas. J'aurais pu avoir un coup de fil, je sais pas, des autorités sanitaires. Alors ça dépend des médecins. Est-ce que vous voulez ? Mais comment c'est passé ? Donc moi, je veux un coup de fil du pharmacien, est-ce que tu veux une dose ? Ah bah oui, je vais prendre ma dose. Comment je fais ? Il faut que tu viennes avec ta petite sacoche, tu mettes des glaces à l'intérieur, il faut que tu le mettes vertical. Et c'est vrai que pour beaucoup de médecins généralistes, comme dans mon cabinet, on est 3. Il n'y a que moi qui ai été informé grâce aux pharmaciens. Après, j'ai informé et il y a le 3e qui ne veut pas le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Et d'autre part, après, pour les prises de rendez-vous. C'est-à-dire que j'avais 10 personnes à vacciner la semaine dernière. Entre 50 et 64 ans, bon, déjà, il faut que je fasse un choix. De facto. Donc ça me met la responsabilité, quelque part, de choisir ceux qui font se vacciner ou pas. C'est une décision difficile. Parce que vous pourriez me dire, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Et comment je fais ? Mais ça, je le gère. J'ai une question. Étant donné qu'il y a des stocks, on sait, inutilisés d'AstraZeneca, mais vous avez raison. Est-ce qu'il ne faut pas descendre les critères de vaccination ? Après, c'est une excellente question à laquelle je vais vous répondre. L'autre chose, donc les médecins, moi, j'ai récupéré, j'ai fait mes 10. Mais il faut absolument, j'ai fait un créneau la semaine dernière de 10 personnes. On ne peut pas mettre au milieu d'une consultation de vaccin. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si les prochains seront vaccinés ou pas. C'est particulier, il faut le renter, il faut expliquer, il faut qu'il reste un quart d'heure en salle d'attente. Ce n'est pas très facile pour un médecin généraliste. Et je vous rappelle quand même quelque chose, l'inégalité territoriale. Il y a 12% du territoire français qui est en désertification médicale. Comment les gens vont aller voir leur généraliste s'il n'y en a pas ? Et en plus, vous êtes à 3, il y a des médecins qui sont seuls. Alors là, c'est carrément... C'est ce que je vous dis. On part du cabinet. Excusez-moi de vous dire ça, du temps du H1N1, Madame Bachelot, qui a changé un peu de ministère, on était livré au cabinet de tout. D'accord, du H1, on l'a critiqué, on a trop fait. Mais là, c'est vrai, prendre ma sacoche, mettre les glaçons, je l'ai fait, c'est pas un problème. Surtout, faut pas qu'il tombe, donc je flippe un tout petit peu pour pas qu'il tombe. C'est un peu archaïque quand même. On a l'AstraZeneca, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, anticiper, se dire, plutôt que mettre pendant 15 jours les médecins, mettons tout le monde ? Est-ce qu'il faut toujours attendre ? On n'anticipe pas. C'est-à-dire, on croirait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, la médecine en France. Et c'est pas méchant, je n'ai rien contre le Haut Conseil scientifique, mais c'est des gens qui sont... Il me faut des infirmiers, des médecins généralistes, des aides-soignants, des gens qui tous les jours sont sur le terrain. Vous aviez même, rappelez-vous, quand le professeur Fischer a été nommé comme responsable de la logistique de vaccination, il a dit sur ce plateau à David Pujadas, je ne suis pas un spécialiste de la logistique, pas du tout. Oui, c'est un peu. Alors c'est ce qui nous manque. Bien sûr, mais il nous manque d'abord le produit, et c'est pour ça que j'insistais sur le vaccin russe. Le vaccin chinois éventuellement. Et là, c'est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Vous dites il nous manque le produit. On l'a montré avec les chiffres ici. Il y a 25% de doses AstraZeneca qui ont été utilisées. Donc, il ne nous manque pas le produit. Il nous manque, je sais pas, la logistique pour le faire. L'imagination pour trouver des moyens de le distribuer. Excusez-moi, il y a une administration qui, théoriquement, est très carrée pour prendre des décisions. Et excusez-moi, mais on n'anticipe pas et on se plante à chaque fois. Là, on va attendre encore 10-15 jours pour autoriser les pharmaciens à vacciner. C'est une blague ou quoi ? Il n'y a pas urgence, je ne comprends pas tout au film. Non, mais pardon, je reviens sur la question que vous posez Judith Weintraub tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas desserrer les critères, ces catégories d'âge, 50-64, 64-75, si vous avez des stocks disponibles, ouvrir une part de volonté. Mais attendez, mais évidemment qu'il faut faire ça. Et c'est une pandémie, c'est quoi ? C'est le nombre de morts. Allez, avant 50 ans, c'est très très rare quand même qu'on décède. Il y a des cas comme partout, comme pour la grippe et tout. Allez, on se dit une chose, on vaccine tous les gens à partir de 50 ans, rapidement tout le monde. Comme ça, on n'aura pas de décès. Il y aura peut-être encore la pandémie, on se le passera, mais sans décès. Aujourd'hui, ce qu'on veut pas, c'est que les hôpitaux soient surchargés. Donc, moralité, à partir de 50 ans, on met le calque. Le gouvernement nous dit combien de doses vous avez, parce que là aussi, c'est fatigant. On ne sait jamais ce qu'il y a en stock, ce qui va arriver. Les laboratoires nous disent peut-être vous livrer. Attends, on a donné un chèque, c'est pas peut-être. Moi, en mairie, j'ai ma livraison, sinon je paye pas. C'est clair. Mais alors, il faudrait. Vous qui avez des responsabilités en ARS, en Agence régionale de santé, on n'arrive même pas à comprendre où l'information ne circule pas. Les maires, par exemple, il y a plein de maires qui disent. Alors, dans mon ARS, on ne sait pas. Alors, moi, je suis à l'ORS, c'est un peu différent, mais c'est pas grave, je vais vous répondre. En fait, le problème en France, et ça sera l'après-Covid, c'est le ministère, l'ARS qui est le ministère, et après, il n'y a rien. Il n'y a pas de relais, en fait, politique, ni de collectivité territoriale, comme un peu en Allemagne, en Italie, où enfin,
de façon officielle, on a descendu un peu les missions de la santé à différents élus. Mais là, les élus arrivent, parce qu'on se dit qu'au bout d'un an et demi, peut-être travailler avec eux, et on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudrait institutionnaliser. Après ça, certaines collectivités auront des compétences de santé. On va peut-être régionaliser, métropoliser, je ne sais pas. On en revient au premier débat qui est le caractère centralisateur, jacobin, et donc extrêmement lourd de hélas, de alors qu'il y a une gestion locale à faire de cette pandémie. On le voit bien en Bretagne, on le voit bien dans le Nord, à Paris, voilà. Mais puisqu'on apprend... Cette date du 15 avril, c'est le poisson d'avril, avant l'heure. D'accord. Qui peut y croire? Qui pourra défendre ça? Personne. Mais moi, j'ai besoin d'y croire, docteur. Alors, c'est bon. En fait, non. Le 8 avril, vous pourrez tous sortir. Voilà, on est parti. Mais il faut quand même... Parce que les citoyens, ils écoutent, ils comprennent quand même. Ils se rendent compte que le 15 avril, c'est dans un mois, d'accord? Et vu la vitesse de vaccination, alors c'est ça notre solution qui est là, c'est la vaccination. On n'y sera pas au rendez-vous, c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut faire, et vous avez raison, on s'est planté au premier confinement quand le lendemain on a fait one again, on a tout ouvert. Il faut préparer un déconfinement, préparer localement avec les maires, comment on va faire avec les citoyens. Et il faut préparer. Et ça se prépare et on anticipe. Et j'espère qu'ils commencent déjà à anticiper, non pas sur une date du 18 avril, d'accord, mais sur une anticipation sur quoi, où et comment. Et je suis pas sûr que ce travail est actuellement en marche. Alors, à part des dates comme ça qui sont, à mon avis, en effet, ça nous donne de l'espoir et ça permet, parce que vous avez raison là-dessus, on est au bout là, je veux dire, ça fait 1 an et demi, je veux dire, et le problème, ça avance pas, donc les gens, ils n'en peuvent plus, donc il faut leur donner de l'espoir. Mais c'est une réalité. Taureau, vous avez raison, les Français ne sont pas dupes, mais le 15 avril, est-ce qu'on peut espérer au moins que le couvre-feu à 18h soit à minima baissé à 20h? Il n'a pas marché le couvre-feu, excusez-moi de vous dire ça. Alors, au contraire, alors là, bravo de dire ça, parce que quand j'entends Olivier Véran nous expliquer que le couvre-feu à 18h, ça marche très très bien, sans avancer attendez, le début. Qui aurait pu penser qu'en mettant plus de gens sur un créneau plus court, c'était moins contagieux? Eux, pas nous. Et même pas le citoyen, parce qu'il devait aller à... Mais de toute façon, vous voyez, après, tout le monde est dans les rues. Après, oui, j'ai vu, mais tout le monde a vu. Mais oui, à part eux. Ça n'a pas marché, et c'est clair, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Bien sûr. Si, comme ils disent, j'ai entendu Jérôme Salomon qui dit on a super marché avec le 18h. J'aurais dit, mais alors pourquoi vous fermez tout aujourd'hui? Vous savez, il y a des annonces, des contradictions, et c'est vrai qu'aussi ça donne un côté anxiogène pour les gens. Parce qu'après, on ne sait plus, quoi. Le fondement de ce choix, c'était que le gouvernement estimait qu'une majorité des contaminations s'effectuait dans le milieu privé, donc en famille, entre amis, autour d'un dîner, autour d'une bonne table, etc. Et c'est la raison pour laquelle le week-end est aussi envisagé en termes de confinement. Alors, moi, je ne m'exprime pas scientifiquement, je n'ai pas les données, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. On a beau me dire que dans les transports en commun, quand on est serré les uns contre les autres, on ne le chope pas. Parce que moi, j'en doute un peu, parce qu'il est aussi manuporté, d'accord. Donc maintenant, il y a eu la communication un peu compliquée à comprendre pour tout le monde, à nous médecins et vous tous et nous tous, on n'a pas tout compris. Mais cette date posée, ça donne de l'espoir, il en faut, vous avez raison. Parce que si on écoute tout le monde, là, ça, on n'en sortira jamais. Donner de l'espoir, certes, vendre du rêve, frelater, vous avez raison. Je pense que je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure sur ce plateau, mais je trouve que voilà, il faut. Le Macron s'est déjà planté dans les grandes largeurs l'été dernier. Je pense qu'il faut éviter. Et David Revaud-Dallon, on a tous quand même en tête le proverbe en avril, ne te découvre pas d'un film. Donc, Il faut dire la fin et en mai. On va peut-être pas le dire, mais parce que s'il te plaît, ça va pas le faire en termes de déconfinement. D'ailleurs, ça serait bien que l'Europe, parce que pour l'instant l'Europe sur le Covid, à part avoir trouvé un prix attractif, mais pas d'avoir les doses, n'a pas fait grand-chose. Il n'y avait pas eu de coopération sanitaire. Vous vous rappelez la première étude Discovery qui a éclaté en vol. On pourrait faire quelque chose d'européen pour une fois, avec des règles, sauf qu'il y aura des pays qui auront été plus vaccinés que d'autres. Donc il ne pourra pas s'appliquer au même moment. Ça, le problème aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a des pays plus vaccinés et d'autres moins vaccinés. Donc au moment où on appuiera sur le bouton, on ne pourra pas l'appliquer partout. Les pays de l'Est sont beaucoup mieux vaccinés. Bah oui, mais vous avez raison. De toute façon, on accède à certains endroits ou certains métiers avec une vaccination. Donc là, ça me paraît... Le coût du testage me paraît très compliqué à mettre en place. Je le pense vraiment. Je pense que le vaccin... Impossible. Mais néanmoins, aujourd'hui, vous savez, quand vous faites vacciner, je tamponne rien. C'est-à-dire que vous me donnez rien, quoi, moi. C'est-à-dire que je fais une grande feuille en A4. Vous vous rendez compte? Il va falloir transformer cette feuille en A4 en quelque chose de plus... On va pas aller tous avec une feuille de A4. On n'aurait pas pu le mettre sur le carnet de vaccination, ce vaccin. Ça n'aurait pas été beaucoup plus simple. À l'évidence, elle est numérique. Je pense que c'est. Bien sûr qu'elle sera numérique, mais au-delà de ça, entre la page de A4 et votre carnet de vaccination, le carnet de vaccination, vous pouvez le mettre dans votre portefeuille. Tout ça, on n'aurait pas pu y penser un peu. Je mettais un coup de tampon comme quand on vous vaccine contre le tétanos, et il y avait au moins 2 preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, quand on va mettre ça en place, mais c'est pas tout de suite. Vous avez raison. Pas sanitaire, on prend les paris, ça va être pareil que pour la vaccination. Parce que là, vous le dites. Mais attendez, parce qu'il y a pas. Que c'est le pass sanitaire. Oui. Évidemment, ils sont opposés. On est toujours opposés. Et puis, on n'a pas de vaccin. Mais d'abord, il y a plein de choses. C'est bien gentil, mais c'est quoi le pass sanitaire? C'est un mot et on ne sait pas ce qu'on met dedans. Donc on est opposés. On a toujours peur de l'inconnu, c'est le principe. Quand on ne sait pas, on a peur. C'est pour ça qu'il faut que l'exécutif ne commette pas la même erreur que pour le lancement de la campagne de vaccination.
et n'attendent pas et expliquent. On ne soit pas le dernier pays européen, parce que même au niveau de l'économie et la reprise de l'économie, si on ne pourra pas sortir de France, ça va être un peu compliqué pour gérer les marchés et repartir. Hein. Bien sûr. Eh bien, permettez-moi de vous remercier, Dr Ludovic Toro, médecin généraliste, Okay. parce que je crois qu'en tant que maire et en tant que médecin généraliste, vous avez du pain sur la planche. Et moi,